Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui à nouveau, je vais vous lire une histoire de suspense de Pierre Bellemare. Merci à tous ceux qui me laisseront un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Allez go, c'est parti. Le train fantôme. Vendredi 3 mars 1944. Il n'est pas loin de minuit. Angelo Caponegro n'en peut plus. Ça fait 3 mois qu'il est chef de gare à Balvano entre Naples et Rome. Et le travail qu'il a dû fournir ces dernières semaines est épuisant. L'Italie traverse en effet une période dramatique. Au sud, les Alliés continuent leur progression, au prix de durs combats. Au nord, Mussolini et ses partisans, appuyés par les Allemands, exercent encore leur dictature. L'Italie, en ce début 1944, est un pays déchiré, un champ de bataille. Angelo Caponegro, comme tous les chefs de gare des localités proches des combats, a une responsabilité écrasante. Il faut que les convois de réfugiés du Sud passent, avec le risque incessant des bombardements allemands. À travers la vitre de son bureau, Angelo aperçoit une dizaine de personnes. Ce sont les voyageurs pour le train 8017, qui doit arriver aux alentours de minuit 10. Il a hâte de le voir arriver. C'est le dernier de la journée. Il y a un coup de sifflet lointain. Il sort sur le quai. Le train 8017 à destination de Rome entre en gare, dans un nuage de vapeur, et s'immobilise dans un crissement de frein. Les voyageurs qui attendaient montent dans les wagons. Personne ne descend. Tout le monde ou presque dort et tout le monde va au terminus. Rome. Angelo Caponegro se dirige en tête du quai pour interroger les mécaniciens. À cause de l'afflux de réfugiés, le nombre de wagons est plus élevé que prévu et les voyageurs sont plus de 500. Devant cette charge supplémentaire, il a fallu atteler 2 locomotives. Mais c'est peut-être encore insuffisant. Angelo arrive devant la locomotive de tête et demande si tout se passe bien. Le mécanicien, couvert de suie, descend péniblement de sa machine. Jusqu'ici, oui, mais c'est maintenant que ça va être difficile. Il y a plusieurs rampes très dures après Balvano. Il faut faire le plein de charbon. Le chef de gare le rassure. Il a un stock largement suffisant pour les 2 machines. Et dans la nuit, le ravitaillement s'effectue. Pendant ce temps, la longue file des wagons reste silencieuse. Brisés par la fatigue et les émotions, les passagers dorment. Le chargement dure 40 minutes. À minuit 50, tout est prêt. Angelo donne un coup de sifflet. Les roues des locomotives se mettent en mouvement. Le convoi s'ébranle lentement. Le chef de gare reste sur le quai jusqu'à ce que les feux rouges aient disparu. Puis il rentre dans son bureau. Il doit encore attendre le coup de téléphone de son collègue de Bellamuro, la prochaine gare, lui annonçant que le 8017 est bien passé, après quoi il pourra se coucher. Jusqu'à Bellamuro, il y a une 20aine de kilomètres. C'est l'affaire d'un quart d'heure, 20 minutes en tenant compte de la surcharge du convoi. Dans son bureau, éclairé par une maigre lumière, Angelo allume une cigarette. Il rêve. Bientôt la fin de cette journée de travail. Et bientôt, il l'espère, la fin de la guerre. 1h05. Le 8017 doit être arrivé à Bellamuro. Il regarde son téléphone mural, s'attendant d'une seconde à l'autre à entendre la sonnerie qui lui est familière. Mais le téléphone reste muet. Il allume une seconde cigarette. 1h15. Cela fait une demi-heure que le 8017 est parti. C'est à ce moment que le petit bruit grêle du téléphone retentit dans la pièce. Il décroche. Au bout du fil, il reconnaît immédiatement la voix de Luigi, son collègue de Bellamuro. Mais Luigi n'a pas son ton ordinaire. Il a l'air énervé, excédé même. « Alors, qu'est-ce qu'il fait, le 8017 ? J'aimerais bien aller me coucher, moi !»
Angelo Caponegro a un sursaut. Comment ? Mais ça fait plus d'une demi-heure qu'il est parti de chez moi. Brusquement, Angelo n'a plus sommeil. Toute sa fatigue est tombée pour faire place à une curieuse impression. Peut-on appeler cela un pressentiment ? Non. Il ne s'attend à rien de précis. Il a seulement tout d'un coup la sensation de se trouver en face de l'anormal. Le train 8017 n'a pas été bombardé par les Allemands. Il l'aurait entendu. Alors il s'est peut-être trouvé devant une rampe qu'il n'a pas pu franchir. C'est très improbable. Avec 2 locomotives, il aurait toujours pu la monter à petite vitesse. Et il devrait être arrivé à Bellamuro depuis longtemps. Pour tromper son anxiété, Angelo se met à lire la seule chose qu'il ait sous la main. L'horaire des chemins de fer. Une lecture absurde, qui ne fait que renforcer l'étrangeté de cette nuit. Ces heures de départ et d'arrivée ne correspondent plus à rien. Depuis longtemps, il n'y a plus d'horaire. C'est la guerre pour les trains aussi. Ils partent quand ils peuvent, et ils arrivent quand ils peuvent. Les chefs de gare sont prévenus à la dernière minute. 2 heures du matin. Cette fois, il se passe quelque chose de grave. À plusieurs reprises, Angelo a téléphoné à la gare de Bellamuro, et Luigi lui a répondu à chaque fois, d'une voix angoissée. Il n'est pas passé. Alors, Angelo prend une décision. Il appelle le dépôt des machines, met ses collègues au courant des événements et demande que lui soit envoyée d'urgence une locomotive pour explorer la voie. Elle arrive à 2h40. À Bellamuro, il n'y a toujours pas la moindre nouvelle du train 8017. En prenant place à côté du mécanicien, Angelo ne prononce pas un mot. Il s'attend vaguement à quelque chose de terrible, sans pouvoir deviner exactement quoi. La locomotive avance presque au pas. Il faut se méfier. Le 8017 a pu dérailler et emporter les voies. Mais pendant les premiers kilomètres, il n'y a rien de suspect. Rien sur les bas-côtés. Les 2 rails suivent leur trajet avec un parallélisme parfait. La locomotive arrive au premier tunnel. Angelo hurle « Stop !» Le 8017 est là, arrêté. Il est engagé dans le tunnel à l'exception de l'arrière du dernier wagon. Les 2 hommes sautent à terre. Angelo se met à courir. Tout le convoi est illuminé. Il forme un long ruban dont la tête se perd dans le premier virage à l'intérieur du tunnel. Tout est silencieux. Aucune des 2 locomotives n'est en marche. Sa lampe à la main, Angelo s'approche avec précaution. Il lui semble distinguer des formes sur la voie. Il élève sa lampe et il recule, saisi. Une femme le regarde, l'air hébété. À ses côtés, il y a un enfant. Et plus loin, 2 hommes sont assis sur les rails, prostrés. Ce qui le frappe tout de suite, c'est que la femme a les cheveux gris. Or, elle est jeune. Elle ne doit pas avoir plus de 20 ans. Et l'enfant, un enfant de 6 ou 7 ans, lui aussi, a les cheveux gris. Un enfant aux cheveux gris. C'est un spectacle inoubliable, surnaturel. Angelo s'entend demander « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Pour toute réponse, la jeune femme se met à éclater en sanglots, imitée aussitôt par l'enfant. Quelques mètres plus loin, les 2 hommes lui font écho. Ils poussent des grognements indistincts, comme des cris de bêtes. Angelo découvre en s'approchant qu'eux aussi ont les cheveux gris. Il tente de les questionner, mais ils ne sont pas davantage en état de répondre. Angelo serre les dents. Il s'avance lentement vers le tunnel. Chaque pas qu'il fait lui coûte, représente une victoire sur sa peur. Mais c'est son devoir. C'est à lui qu'il appartient de découvrir ce qui est arrivé au train 8017. Il a dépassé la dernière voiture. Maintenant, il est sous la voûte. Il règne un silence total. Il s'arrête devant la porte de l'avant-dernier wagon. Il l'ouvre, monte et pénètre dans le premier compartiment. Il y a 8 personnes sur les banquettes.
Des hommes, des femmes, des enfants, avec des piles de bagages et d'objets hétéroclites comme en emportent les réfugiés. Tous ont l'air de dormir. Angelo tape sur l'épaule de l'homme qui est le plus près de lui. Il s'effondre lourdement sur le plancher, entraînant dans sa chute une vieille dame qui s'immobilise dans une pose grotesque. 5 minutes plus tard, Angelo sort du tunnel. Le mécanicien a du mal à le reconnaître tant son visage est décomposé. Il prononce d'une voix blanche. « Morts. Ils sont tous morts. Il y a plus de 500 morts. » Angelo Caponegro a fait son rapport aux autorités. Mais en raison de la guerre, la censure a décidé de tenir l'événement secret. Lorsque la commission d'enquête a publié ses conclusions, longtemps après, elles sont passées presque inaperçues. C'est pourquoi l'accident le plus étrange de toute l'histoire du chemin de fer est de nos jours encore pratiquement inconnu. L'explication en est aussi logique que terrible. Dans le tunnel, il y a une forte rampe, la plus raide de tout le parcours. Les 2 locomotives n'ont pas pu la franchir. Elles se sont immobilisées. Pour repartir, les mécaniciens ont dû pousser leur machine au maximum. Ils ont mis autant de charbon qu'ils pouvaient dans leur chaudière. Mais celui-ci, en cette période de guerre, était de qualité médiocre. Une terrible quantité d'oxyde de carbone, ce gaz inodore et mortel, dégagé par la combustion, s'est immédiatement répandu dans le tunnel. Les voyageurs et les mécaniciens ont dû mourir sans s'en rendre compte, en quelques minutes. En tout, il y a eu dans cette nuit du 3 au 4 mars 1944, 521 victimes. Les 4 survivants ont dû leur salut au fait que l'arrière du dernier wagon où ils se trouvaient était hors du tunnel. Mais ils ont été gravement intoxiqués. Outre que leurs cheveux sont restés gris, le gaz a provoqué chez eux des lésions cérébrales irréversibles. Quant à Angelo Caponegro, jamais il n'a pu oublier le train 8017.